Alors, François Piquemal, on reviendra sur vos désaccords très certainement sur ce budget, mais sur des hausses d'impôts, sur les entreprises qui ont plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, sur les foyers français les plus fortunés. Est-ce que ça, la France insoumise et la gauche en général peuvent dire « allez, là-dessus, on va voter ». Il va falloir voir exactement quelles sont les propositions. Aujourd'hui, les soi-disant gages du gouvernement Barnier, c'est moins que le minimum syndical. Je vous ai pris cette petite boîte parce que quelque part, elle concerne notre débat. Vous savez, c'est le Doliprane. Boîte de Doliprane, Sanofi, on en parlera lors de la séance de questions. Après un discours de Gabriel Attal avant un 49.3, parce qu'on en a besoin parfois. Mais vous savez que Sanofi va être bradé à un fonds nord-américain. Sanofi a pourtant bénéficié de milliards d'euros avec d'autres entreprises dans le crédit impôt recherche, tout en faisant des 4 milliards d'euros de dividendes et en supprimant 5000 emplois ces 10 dernières années. Donc vous voulez qu'on fasse des économies sur les aides aux entreprises? Par exemple, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de niches fiscales dont ont bénéficié de grandes entreprises qu'il faut remettre en question et aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a déposé aujourd'hui une proposition de loi pour nationaliser Sanofi, parce qu'on est pour créer un pôle public du médicament qui soit profitable à toutes et tous. On va en parler aussi dans quelques instants avec notre invité aux 4 colonnes du Rassemblement national. Sur la question des retraites, dans le projet du gouvernement, il s'agit de décaler de 6 mois la revalorisation des retraites. Là-dessus, vous voulez bien discuter? Pour vous, c'est hors de question? Effectivement, il nous faut discuter sur cette mesure parce que c'est un mauvais signal de donner et c'est également inquiéter les Français d'une manière générale sur la question des retraites. Et nous le savons, c'est déjà une inquiétude des Français. Preuve en est, c'est que le taux d'épargne des Français actuellement n'a jamais été aussi important parce qu'il y a une inquiétude sur le sujet des retraites, de la dépendance et de l'avenir. Donc nous souhaitons modifier ce dispositif et nous allons contribuer. 4 milliards, il faut donc trouver 4 milliards. Nous allons faire des propositions précises avec un effet dès le mois de janvier 2025 pour des économies. C'est ce que nous allons faire dans un second temps au niveau du projet de loi de finances. François Piquemal, Michel Barnier dit qu'il faut que tout le monde fasse des efforts, les salariés, mais aussi les retraités. Est-ce que vous dites, oui, après tout, si tout le monde doit s'y mettre, on peut demander aux retraités qui parfois ont un patrimoine supérieur aux actifs? Mais en fait, celles et ceux à qui on demande de faire des efforts depuis le début des gouvernements Macron, c'est les classes populaires et les classes moyennes. J'entendais ce matin le président du département de Haute-Garonne, Monsieur Vincini, que je rejoins en tout point, qui disait à quel point les 5 milliards d'euros d'économies qui sont prévus sur les collectivités territoriales allaient impacter les politiques de solidarité des conseils départementaux qui sont parfois méconnues mais importantes. Je pense aux personnes notamment en situation de handicap qui bénéficient d'accompagnement ou pour la protection de l'enfance. Et en fait, on est en train de saccager des politiques de solidarité qui contribuent à maintenir un système qui permet aux classes populaires parfois de pouvoir sortir la tête de l'eau. On va continuer à parler de cette question des retraites, de la revalorisation des retraites avec l'invité de Clément Perrault, celle des 4 colonnes, Hélène Laporte, députée du Rassemblement national. Hélène Laporte, quelles sont les lignes rouges, voire très rouges, que voit le Rassemblement national dans ce budget? On parlait à l'instant de l'indexation des retraites. Oui, déjà ça en fait partie. Et puis nous avions demandé à ce qu'il y ait des économies. À l'heure actuelle, on va encore taper sur les Français. On apprend encore qu'il y a une augmentation de 100 millions d'euros sur le budget de l'AME, alors qu'en parallèle, il y a énormément de Français qui ne peuvent pas se soigner. On apprend également qu'il va y avoir 6 milliards de plus au niveau des taxes d'électricité. Ce qu'on voulait, c'est un budget avec une justice sociale et fiscale. Il n'y a rien contre la fraude sociale, rien contre la fraude fiscale. Donc nous attendons de voir, parce qu'on veut voir un petit peu comment va se passer le débat. Et en fonction, nous verrons ce que nous ferons. Alors si ces lignes rouges sont maintenues et qu'un 49.3 est déclenché, est-ce que vous envisagez de voter une motion de censure contre le gouvernement Barnier? Alors à ce stade, on envisage tout. De toute façon, nous demain on va faire une conférence de presse pour présenter nos propositions et présenter un contre-budget. Et en fonction de comment vont se passer les débats, sachant que nous, au niveau du Rassemblement national, on veut aller au vote. Et malheureusement, on peut constater qu'il y a encore près de 2000 amendements qui ont été déposés. Et on sait très bien que passé 40 jours, le budget s'appliquera sans vote. Donc du coup, on attend de voir comment ça se passe. Mais à ce stade, on ne s'interdit rien. Merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Véronique Louwagie, on le voit, le Rassemblement national ne s'interdit rien. Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement, que le socle commun, c'est comme ça qu'on appelle la droite et le camp présidentiel, garde en tête pour la préparation de ce budget? Je crois que ce qui peut se passer durant les prochaines semaines ici peut être inédit puisque nous sommes dans une configuration très particulière depuis cette nouvelle législature, que par ailleurs nous avons aussi peu de temps et que le budget qui nous est présenté va être amendé par le gouvernement, il nous l'a dit, notamment au travers d'économies. Donc nous avons une situation très inédite. Moi ce que je voudrais dire c'est que nous devons faire en sorte que le budget
budget corresponde aux souhaits des Français. Il y a une situation dramatique en termes budgétaires. Nous devons travailler sur la souveraineté budgétaire parce que c'est une question et nous devons rechercher des économies. Parce que la réponse au déficit excessif ne peut pas passer par une augmentation d'impôts. Il faut aller sur les économies et nous ferons des propositions en ce sens parce que je rappelle que les dépenses entre 2024 et 2025 vont continuer à augmenter de 35,5 milliards. Ça s'ajoute à 300 milliards d'augmentation de dépenses sur ces 5 dernières années. Il nous faut réduire les dépenses. Alors justement, sur cette question recettes, dépenses, François Piquemal, est-ce que du côté de la gauche, on se dit aussi qu'on peut faire des économies ou pour vous, le redressement des comptes publics, ça passe forcément par des impôts ? Il y a un certain nombre d'impôts qu'il faut rétablir, notamment les impôts qui touchent les ultra-riches qui ont été les privilégiés de ces dernières années. Et je pense qu'il faut en finir avec le laxisme et l'angélisme par rapport à ça. La contribution exceptionnelle, ce n'est pas suffisant, la surtaxe de l'impôt sur les sociétés ? On est pour le rétablissement d'un ISF climatique renforcé. Et puisqu'on parle du climat, le budget de l'écologie, du ministère de l'écologie, c'est 16% de moins, avec des postes qui sont impactés comme 500 millions d'euros en moins pour le fonds vert, 1 milliard d'euros en moins pour MaPrimeRénov', alors qu'on sait à quel point la rénovation thermique et phonique des logements est importante pour faire des économies d'énergie. Et parallèlement à ça, on a une augmentation prévue de 124% de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité. Ça veut dire quoi pour les gens qui nous regardent? Ça veut dire qu'un ménage qui a un abonnement fixe d'électricité à 2200 euros va avoir augmenté son abonnement de plus de 300 euros. Le gouvernement, on va parler de cette taxe de l'électricité. Le gouvernement dit que les prix baissent et donc que la hausse de la taxe, elle va être finalement compensée dans le portefeuille des ménages parce qu'on achète de l'électricité sur un prix plus bas. On parle de moins de 9% quand même sur la facture. Est-ce qu'à un moment, de toute façon, le gouvernement pouvait continuer un bouclier tarifaire qui a coûté 20 milliards d'euros en 2023 ? Étant donné la manière dont sont exsangues un certain nombre de ménages, mais aussi d'artisans et de commerçants que moi, il m'arrive de rencontrer dans ma circonscription, ces 2 dernières années, les factures de gaz et d'électricité, elles ont bondi de 48%. Donc je ne sais pas dans quel monde vit le gouvernement et quelles factures d'électricité ou de gaz ils reçoivent à leur domicile, mais c'est pas les mêmes de l'immense majorité des personnes que je rencontre. Sur cette taxe sur l'électricité, revenir au niveau d'avant-crise, c'est nécessaire d'après vous, Véronique Louwagie ? En tout cas, ce que souhaite le gouvernement, là, c'est d'aller au-delà même, pour compenser finalement la diminution du prix de l'électricité. En fait, c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, du côté de la droite républicaine, nous avons déposé un amendement pour supprimer ce dispositif. Supprimer la surtaxe sur l'électricité. De 3 milliards, voilà. Parce que c'est une disposition pérenne et finalement, supprimer cette surtaxe conduit à redonner du pouvoir d'achat à tous les Français. Et tous les Français utilisent l'électricité. Et nous ferons des propositions d'économie en parallèle pour financer ces 3 milliards. Donc pour vous, il faut maintenir un bouclier tarifaire sur l'électricité, même si ça coûte plusieurs dizaines de milliards parfois par an ? Il ne s'agit pas de maintenir le bouclier tarifaire, puisque là, il s'agit de revenir à une taxe qui existait auparavant et 32 euros du mégawattheure. Au-delà même des 32 euros du mégawattheure. Donc finalement, c'est de ne pas aller en tout cas au-delà. Et donc c'est la raison pour laquelle nous voulons rediscuter ce dispositif et proposons en l'état de le supprimer. Il y a une autre décision qui a été actée en conférence des présidents tout à l'heure. La commission des finances devrait, il y aura un vote demain, Véronique Louwagie, vous le savez, se transformer en commission d'enquête sur cette question des déficits publics. C'était nécessaire d'après vous, François Piquemal ? Je pense que là-dessus, Madame Louwagie l'a dit au début. Il y a un déficit. Je veux dire, si Bruno Le Maire avait travaillé dans n'importe quelle PME, il aurait coulé beaucoup de boîtes. Bon, maintenant, il s'est exilé en Suisse et il y a quand même une question à se poser. Alors, il était près de l'Assemblée tout à l'heure, déjeuner avec des députés. Très bien. Je suis content qu'il soit de retour pour examiner le désastre qu'il a laissé, mais il y a des questions à se poser sur ce qui a été fait ces dernières années. Et d'autant plus que ça n'a pas été fait au bénéfice de l'immense majorité de la population. Personne ne dit « Ah oui, mes revenus ont considérablement augmenté, je boucle mieux mes fins de mois ». Ça a été fait au bénéfice de quelques-uns seulement. Donc, il me semble intéressant que M. Coquerel, président de la Commission des finances, ait proposé cette initiative et on va pouvoir examiner dans le détail à quoi on doit ce déficit. Véronique Louwagie, vous y étiez, vous, favorable au sein de la droite républicaine et à quoi elle peut ressembler cette commission d'enquête ?
Écoutez, ce sera une commission d'enquête traditionnelle comme celles qui peuvent exister ici à l'Assemblée nationale. La particularité, c'est qu'effectivement, ça se traduit au sein d'une commission spéciale, et là, en l'occurrence, la commission des finances. Ce qui me paraît important, c'est effectivement de comprendre les raisons, de comprendre ce qui s'est passé pour qu'une situation de cette nature ne se reproduise pas. Parce qu'elle pèse sur l'ensemble des finances publiques. Quand vous avez un écart de cette nature, 1,6 point de PIB d'écart, avec des recettes qui manquent, de l'autre côté des dépenses qui flambent, je pense qu'il est important de connaître pourquoi il y a eu une erreur sur les prévisions qui ont été établies. Un dernier mot, François Piquemal, on va passer sur cette question, je recommande vraiment aux gens qui nous regardent d'aller voir le discours qu'a fait mon collègue David Guiraud, qui montre comment il y a eu un transfert de TVA pour justement compenser la suppression d'un certain nombre d'impôts locaux, notamment vis-à-vis des collectivités territoriales. Je pense à la CVAE et la taxe d'habitation. On suivra notamment. Évidemment sur la chaîne parlementaire cette commission d'enquête. Sur LCP, on donne aussi la parole aux Français. On leur demande ce qu'ils auraient souhaité poser comme question au gouvernement. Regardez la question de Chantal Furet. Elle est juriste. C'est au micro de Thibault Lisnard et de Sophia Mazar. Bonjour, Chantal Furet. Dans ma 6e décennie, je suis juriste. Ma question concerne plus précisément Monsieur le ministre de l'Économie, à savoir comment expliquez-vous les augmentations de budget pour l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, alors que beaucoup d'efforts vont être demandés à nos concitoyens. Et apparemment, la question de Chantal a été entendue, cette remarque a été écoutée, puisque ce matin, l'Élysée, l'Assemblée nationale et le Sénat ont annoncé qu'ils renonçaient à leur hausse de dotation. Véronique Louwagie, c'était indispensable, ça ne pouvait pas se justifier dans l'opinion publique. Je pense que quand nous sommes dans une situation, je dirais, dramatique au niveau des finances publiques, il nous faut rechercher d'aller dans une situation où il n'y aurait pas d'augmentation des crédits budgétaires par rapport à l'année 2024. Quand un ménage est en difficulté, il essaie de ne pas augmenter ses dépenses. Quand une entreprise est en difficulté, et moi j'ai été expert comptable, j'ai faisais des prévisionnels avec mes entreprises, on essaie de se maintenir aux dépenses de l'année précédente. Et en tout cas, c'est ce que nous allons porter, nous, au niveau de la droite républicaine, de faire une année blanche en termes d'augmentation des crédits budgétaires sur les missions. Et en tout cas, je me réjouis que l'Assemblée nationale soit exemplaire sur le sujet. François Piquemal, qu'est-ce que vous retenez? La correction ou le fait d'avoir essayé d'obtenir une petite rallonge? Bien, nous avions été les seuls à l'époque qui avions voté contre le fait d'augmenter notre enveloppe de frais de mandat avec la France Insoumise. Donc là-dessus, on est cohérent et je comprends que dans la situation, ça puisse évidemment heurter les gens. Après, il faut regarder dépense par dépense. Si c'est augmenter, par exemple, les salaires des personnels qui travaillent à l'Assemblée nationale et qui font parfois un travail très dur de ménage, de maintenance, mais aussi juridique, pourquoi pas? Mais si c'est pour les frais des parlementaires, je pense qu'on est vraiment à côté de la plaque. Et en tout cas, c'est loin d'être notre demande et d'être la priorité des Françaises et des Français. François Piquemal le dit, c'était pas de l'argent dans la poche directement des députés. C'est aussi des frais de fonctionnement sur les agents, etc. Mais malgré tout, symboliquement, il fallait le faire. Oui, je pense que la situation est telle que nous devons trouver un moyen de réduire notre déficit. C'est quasiment 180 milliards de déficit. Donc pour réduire les déficits, si nous voulons passer par les dépenses publiques, il faut les diminuer. Et les diminuer, finalement, en n'augmentant pas, ça participe à une diminution compte tenu de l'inflation. Il faut agir sur le volume des dépenses publiques. Il faudra également agir sur le nombre de personnes de la fonction publique. Je rappelle que nous aurons 2000 équivalent temps plein en moins en 2025 par rapport à 2024, ça n'est pas suffisant. Il faudra aller de manière plus importante sur la diminution des agents de la fonction publique. Alors à cela on me dit oui mais nous avons besoin d'agents. Oui c'est vrai, nous avons besoin d'agents de proximité, mais je crois qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas en contact avec les citoyens et qui participent finalement à ce qu'on appelle la bureaucratisation, au coût de la bureaucratisation, et il nous faut agir sur cet axe. Sur la bureaucratisation, sur la baisse du nombre d'agents publics, François Piquemal, j'imagine que vous êtes opposé à Véronique Louwagie. Globalement, oui, parce que on a besoin de davantage d'agents, notamment dans l'éducation, dans l'écologie, dans des domaines qui sont utiles à la société. Maintenant, Madame Louwagie, moi, je vais vous donner un exemple de quelqu'un. Ça a été documenté dans un livre d'un journaliste qui s'appelle Les Voraces, de quelqu'un qui est à la fois président et maire de Toulouse Métropole. Ça fait beaucoup de charges, vous en conviendrez, Monsieur Moudinck, et qui en même temps a un emploi de complaisance offert par Nicolas Sarkozy comme contrôleur général des finances, payé 8 000 € par mois
par le contribuable sans qu'on sache trop qu'est-ce qu'il fait là-bas et comment il est payé. Donc vous voyez, il y a certainement quelques fonctionnaires comme ceux-ci qu'il conviendrait de contrôler, de voir ce qu'ils font. Mais je pense que globalement, l'immense majorité des fonctionnaires ont une utilité sociale très importante pour notre société. On vous voit, Véronique Louwagie, François Piquemal, vous n'êtes pas d'accord, mais on se doutait en vous invitant que vous ne le sauriez pas. Mais on voit même qu'au sein du socle commun, ça va être compliqué. Stéphanie Despierre nous le disait, on commence déjà à réfléchir. Est-ce que le 49.3, faut l'utiliser très tôt ou un peu plus tard? Ce budget, il est invotable, il ne peut pas être voté à l'Assemblée nationale? Je pense qu'aujourd'hui, la configuration fait qu'il aura des difficultés à être voté. Après, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, ici, nous sommes 577 députés. Et si nous faisions établir un budget par député, il y aurait 577 budgets. On a chacun une manière de voir. Pour autant, d'autres budgets que celui qui serait établi par chaque député est acceptable. Chacun a sa manière de voir les recettes, les dépenses. Et j'espère que nous trouverons, je dirais, des portes de sortie pour le bien du pays, parce que nous avons aussi besoin d'une stabilité politique et d'une stabilité pour notre pays. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, dit moi je suis sûr qu'on peut le corriger ce budget. Peut-être qu'à la fin vous arriverez à voter le budget de l'Assemblée nationale. Alors ce qui est certain, c'est que comme d'habitude, on va être la première force de proposition et proposer un certain nombre d'amendements. On espère qu'ils seront votés. Puis vous savez, il y a des dépenses qui sont utiles et qui rapportent à long terme. On parlait de la rénovation thermique des logements. Eh bien, le fait de les rénover, ça fait que vous êtes mieux isolés, vous êtes moins sujet à avoir un certain nombre de maladies l'hiver comme l'été, et donc c'est moins de dépenses aussi de santé à moyen et long terme. Donc vous voyez, il faut anticiper et planifier. Ça fait partie de notre programme et de notre ADN. Allez, on l'a vu, le budget ne sera pas une période facile. L'annonce d'une future loi immigration a compliqué aussi un peu les choses ici à l'Assemblée. C'est le bruit de couloir. Stéphanie Despierre, on le sait, discussion compliquée sur le budget. Eh bien, le gouvernement se rajoute un sujet de discorde, une loi immigration. Oui, une sorte de deuxième front en interne au socle commun ici à l'Assemblée, parce que ce n'est pas le grand enthousiasme, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Du côté du camp présidentiel, beaucoup de députés disent appliquons d'abord la loi de 2023. Je vous rappelle que certains décrets d'application n'ont pas encore été pris, d'autres sont très très sévères. C'est un gage au Rassemblement national que nous ne pouvons pas accepter. Quelle idée saugrenue, dit un autre député. C'est une nouvelle provocation de Bruno Retailleau. Ce même député estime qu'il y a mieux à faire en termes d'éducation, de santé, de dette. Gabriel Attal, lundi, n'a pas dit autre chose. Une nouvelle loi, ce n'est pas totalement prioritaire. Alors Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a répliqué ce matin. Moi, je ne propose rien de plus que ce qui a été voté par la majorité de Gabriel Attal. Si cette majorité a voté ces dispositions, c'est bien qu'elle considérait qu'elles étaient utiles. Une manière donc de renvoyer la balle au groupe Ensemble pour la République. Je vous le rappelle s'il y a une nouvelle loi, ça devrait être en début d'année 2025. Et qu'il y a eu depuis les années 80 une trentaine de lois sur l'immigration et qu'en 2018 et 2023, ce thème-là avait fissuré le camp présidentiel. Merci beaucoup Stéphanie Despierre, François Piquemal. Je vous voyais réagir. C'est une loi de trop, une future loi immigration? Bon, on a l'impression que c'est une nouvelle assurance que contracte ce gouvernement auprès du Rassemblement national. Ça a été dit par votre journaliste, 30 lois depuis 1980. Une loi tous les ans et demi à peu près, donc on peut se donner rendez-vous en 2026, fin 2026, il y en aura peut-être une nouvelle, et tout ça pour ne pas agir sur la question migratoire, qui est une question globale et mondiale. Et si on veut agir dessus, eh bien ça veut dire qu'il faut prendre parti. Je finis mon propos sur 3 choses. C'est éviter les guerres, et en ce moment il y en a une, notamment au Liban, qui déclenche des milliers de réfugiés. Éviter les traités de libre-échange qui sont inégaux entre les pays. Et puis faire en sorte de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, ce qui nous amène au débat qu'on a eu sur le budget, parce que c'est les choses qui font que les gens sont contraints, ils ne partent jamais par plaisir de chez eux. Leur pays. Véronique Louwagie, une loi immigration, avant même que les décrets de la loi précédente soient publiés, est-ce que c'est une pure communication de la part du ministre de l'Intérieur ou il a vraiment l'intention d'en faire une nouvelle? Je pense qu'il a l'intention d'en faire une nouvelle. Je voudrais rappeler que c'est une préoccupation majeure des Français. Les Français ne comprennent pas, par exemple,
qu'un certain nombre d'OQTF ne soient pas respectés. L'obligation de quitter le territoire français. Le territoire français. Deuxièmement, je rappelle que dans le pacte législatif que la droite républicaine a établi en juillet avec Laurent Wauquiez, président des députés, et Bruno Retailleau, président des sénateurs, nous avions porté ce sujet qui est une préoccupation importante. Et je rappelle en troisième point que sur un certain nombre de sujets, par exemple sur l'aide médicale d'État, la première ministre d'alors, Elisabeth Borne, et Gabriel Attal avaient repris cette proposition de légiférer sur le dossier de l'AME. Donc vous voyez, il y avait eu un certain nombre d'engagements. S'il y avait eu des engagements, alors elle n'avait pas dit supprimer l'AME ni la transformer en aide médicale d'urgence. Voilà, mais l'idée c'était de réformer. Et la première ministre s'était engagée au travers d'une lettre établie d'ailleurs à l'intention de Gérard Larcher. Donc il y a des sujets qui doivent être pris parce que finalement, quand nous sommes législateurs, députés, nous devons répondre aux préoccupations et aux attentes des citoyens. François Piquemal, Véronique Louwagie dit c'est une préoccupation. C'est vrai que par exemple sur la question des OQTF, des obligations de quitter le territoire, on lit 7% seulement sont effectives. Est-ce que pour vous, il y a des sujets sur lesquels on doit réfléchir? Oui, mais sur les OQTF, par exemple, le débat est totalement faussé. Il y avait 60 000 OQTF en 2011. Il y en a quasiment plus de 130 000 aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on distribue des OQTF comme des chocolatines à Toulouse. C'est-à-dire s'il manque juste un papier dans un vous êtes contrôlé, vous n'êtes pas en règle par rapport à votre titre de séjour, mais vous êtes bien inséré dans la société. Pour autant, vous allez avoir une OQTF. Moi, j'ai plein de familles dans ma circonscription qui ont des parents sous OQTF, qui sont parfois placés en centre de rétention administrative. Et donc, forcément, dans la tête des gens, on s'imagine OQTF égale quelqu'un qui a commis un délit. Or, c'est moins de 5% des personnes qui ont une OQTF qui ont eu une OQTF pour des raisons de troubles à l'ordre public. Ça veut dire que plus de 95% des personnes qui ont une OQTF sont des gens qui n'ont commis aucun délit. Et qui peuvent régulariser leur situation. Un problème de régularisation. Et je finis là-dessus. On a en plus le comble, c'est qu'on a aujourd'hui un film qui marche très bien avec l'acteur Abou Sangaré que je salue, qui a une OQTF, qui a été invité et primé au Festival de Cannes. Et j'ai envie de dire que la plupart des personnes qui sont sous OQTF dans notre pays participent et contribuent au développement et tout simplement à la vie de notre pays. Est-ce que vous entendez ce que dit François Piquemal? Attention, on parle d'OQTF, c'est pas des étrangers délinquants, on ne peut ne rien avoir commis de grave et juste sur un problème de papier avec l'administration, être frappé d'OQTF qui sera régularisé ensuite. Alors, il n'y a pas que la question des OQTF, je pourrais parler des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Est-ce que c'est normal que le nombre de bénéficiaires augmente de 20 25 000 chaque année? Voilà, il y a une question. Mais est-ce que cette loi, et c'est un peu en creux les critiques qu'il y a dans le camp présidentiel, Marine Le Pen, lors de son discours pour la déclaration de politique générale, dit « Allez, je donne 3 conditions pour ne pas censurer le gouvernement. Une nouvelle loi immigration en 2025. Le gouvernement en annonce une. » Est-ce que c'est parce que Marine Le Pen le demande? Je pense surtout que c'est une préoccupation des Français. Et moi, je l'entends dans ma circonscription, un territoire rural où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Mais c'est une préoccupation des citoyens. Donc à partir du moment où les citoyens sont préoccupés par ce sujet, nous devons y apporter une réponse. En tout cas, je pense que c'est l'intention du Premier ministre que de se saisir d'un tel texte. Pas une préoccupation chez les citoyens de votre circonscription? Non. Honnêtement, non. Mais je trouve que ce que vous dites est intéressant. Vous dites, vous êtes dans une circonscription où il y a peu d'étrangers au final, mais où c'est une préoccupation. Oui, tout à fait. Et je pense que la raison, une des grandes raisons, c'est le matraquage médiatique qui est fait de certains médias détenus par des milliardaires qui ont un projet politique d'extrême droite, comme Monsieur Bolloré, et que ça crée une peur qui est totalement irrationnelle et qui d'ailleurs dans les lieux, moi je viens d'une ville créolisée, où les étrangers ont fait la ville, où ça n'existe pas, ou très peu en vérité. On en reparlera. Et d'ailleurs j'en profite puisque ça se passe à Toulouse. Il y a en ce moment une exposition qui s'appelle Portrait de France, que j'invite tout le monde à aller voir et qui rend hommage aux étrangères et aux étrangers qui ont bâti la France.